C'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. Dans le Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé. Ce bonhomme là, c'est pas Zizou. Là, c'est pas Zizou. Là, c'est le truc. Je vais faire le choix du cœur, je dirais Ronny, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Lucas peut jouer ici, peut jouer là. C'est l'attaquant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 14 de Jeux en triangle, un épisode enregistré le jour de France-Allemagne, mais publié à 3 jours de la finale de l'Euro. Comme chaque semaine, on va prendre 3 joueurs et échanger autour de leur parcours, de ce qu'ils nous ont laissé comme souvenir, et puis les classer à la fin en 3 catégories, titulaires sur le banc, au placard. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Donc abonnez-vous, partagez, donnez-nous 5 étoiles, c'est très important pour nous. Allez, on se lance dans le vif du sujet. Pour ce 14e opus, on reprend avec des attaquants. On a du gaucher, du droitier, du petit, du plus grand, du Barça, du Liverpool, mais surtout beaucoup de talent. On parle de 3 buteurs qui ont tous pris leur retraite en 2019, après avoir sévi pendant près de 20 ans. C'est parti pour un débat autour de Fernando Torres, Robin van Persie et David Villa. Préparez vos toasts, c'est un épisode caviar avec une touche de Van Persie. C'est parti pour l'échauffement. J'étais pas sûr pour cette blague, mais je l'ai sorti quand même. On va vite passer à autre chose avec l'échauffement de Geoffrey. Échauffement, commençons avec l'ami Fernando Torres. Fernando Torres, c'est simple, c'est son but en finale de l'Euro 2008. Je pense à ça parce que c'est un moment charnière pour lui, qui sort d'une saison, de sa plus belle saison, tout simplement avec Liverpool, sa plus belle saison en club. C'est un tournant pour lui parce que c'est son premier très grand titre et il va mettre fin un petit peu à... il n'a pas encore cette image de loser, mais voilà, on ne sait pas encore vraiment quel est le potentiel final de Torres à ce moment-là. Et c'est la fin surtout d'une étiquette de loser pour l'Espagne parce que voilà, c'est le premier grand titre de cette Rora-là qui avait déjà eu un titre de champion d'Europe dans les années 60. Et donc du coup, voilà, c'est un moment vraiment, je pense, charnière pour son pays. Et pour lui, parce que finalement, c'est presque son climax de carrière. Derrière, il y aura des grands moments, mais pas aussi forts que celui-là. Et voilà, c'était finalement assez peu prévisible à ce moment-là. On pensait que c'était que le début, et ça a presque été l'apogée. En fait, je regarde tout le temps David, parce que j'ai peur qu'il me lance quelque chose dès que je dis quelque chose de négatif sur Fernando Torres. David Hernandez. Sur Robin van Persie, c'est son expulsion au Camp Nou avec Arsenal en 2011. Donc en gros, le scénario, c'est qu'il y avait eu 2-1 à l'aller pour Arsenal à l'Emirates. Au retour, il y a un partout à ce moment-là. Et donc Arsenal est en position de se qualifier, d'éliminer le grand Barça de Guardiola, parce que là, pour le coup, c'est vraiment le grand Barça. Et Van Persie qui vient de se faire avertir prend un deuxième jaune parce qu'il tire le ballon après avoir été signalé en position de hors-jeu. Franchement, c'est un carton rouge scandaleux à ce niveau de la compétition. Derrière, Arsenal craque complètement parce qu'en gros il reste une grosse demi-heure à jouer et Arsenal craque complètement, il doit perdre 4-1 je crois au final. Et c'est vraiment, pour moi c'est assez symbolique d'Arsenal et de Van Persie, c'est-à-dire pour le coup là c'est vraiment un loser magnifique pendant toute sa carrière. Et là, la saison où Arsenal est le plus proche de faire un énorme exploit et de peut-être se donner une chance d'enfin réussir quelque chose sur la scène européenne, il y a ce coup qui vient tuer tous leurs espoirs. Et voilà, c'est très dur pour lui et pour son club, parce que c'est vraiment un moment qui aurait pas dû se passer ainsi. Et sur David Villa, c'est la Coupe du Monde 2010. Parce qu'en fait, on l'associe assez peu à ce titre finalement, David Villa, mais il met 5 buts sur les 8 de l'Espagne. Il est complètement monstrueux. Il est d'une efficacité redoutable. Et en fait, c'est vraiment le détonateur de cette équipe d'Espagne qui est dans une possession lente, qui défend par la possession. Là, c'est vraiment le climax de cette Espagne qui en fait garde la balle pour endormir l'adversaire et mieux le tuer derrière.
Et en fait, sans David Villa, il aurait manqué cette étincelle qui aurait permis d'aller au bout. Et voilà, c'est vraiment pour moi là où on a vu Villa à son top. Et en plus, voilà, dans un scénario où il va amener son équipe à gagner la Coupe du Monde. J'enchaîne avec Villa du coup. Alors j'ai déjà évoqué ce souvenir quand on parlait de Xavi, mais je reviens à ce Barça-Séville que j'avais vu au Camp Nou en octobre 2010, parce que pour le coup, quand j'évoquais Xavi, j'avais dit que c'était pour l'image, mais que c'était globalement le Barça qui m'avait impressionné dans son intégralité. Là, Villa, ce jour-là, il met un doublé, il jouait couloir droit, je crois qu'il ouvre le score d'une frappe du gauche exceptionnelle, pleine lucarne, enroulée. Donc vraiment c'est le premier joueur que j'ai en tête quand je repense à ce match, qui est peut-être dans le top 3 de mes plus gros souvenirs de stade. Torres, c'est son but en 2012 au Camp Nou, donc il remplace, c'est lors de Barça-Chelsea, il joue à Chelsea bien sûr, il remplace Drogba à la 80e minute et à la 92e il part en contre et il scelle définitivement la qualification de Chelsea contre le Barça. Et c'était un sentiment particulier parce que mon cœur penchait pour le Barça dans ce match-là, mais j'aime tellement Fernando Torres que j'étais ultra heureux de le voir marquer. Donc c'était un sentiment très très partagé. Et puis Robin van Persie, alors vous, je vous en ai déjà parlé plein de fois de ce but-là, de ce souvenir, mais c'est sa reprise de volée contre Everton, l'une de ses reprises de volée, ça se trouve il en a mis plusieurs contre les Toffees, mais c'est une transversale de Song qui vient de derrière, il regarde le ballon arriver de derrière, reprise de volée parfaite, croisée, petit filet opposé si je dis pas de bêtises, célébration à la Van Persie, bras écartés en regardant le public, Henry dans les tribunes qui applaudit, un moment extraordinaire, vraiment gros souvenir et symbole de ce geste qu'il maîtrisait parfaitement, la reprise de volée. Voilà, avec son pied gauche pur. Pour continuer sur Van Persie, Geoffroy, tu parlais de l'apogée de l'équipe d'Espagne. Moi, je vais plutôt parler du déclin de l'équipe d'Espagne avec sa tête pendant le premier match de la Coupe du Monde 2014. Cette tête, en fait, tu sens le génie et l'inspiration que peut avoir ce joueur, qu'aura pu avoir ce joueur tout au long de sa carrière. Là, tu parlais de sa célébration avec les bras dépliés. C'est la même chose, tu sens qu'il est quand même un peu sur la fin parce qu'il a quand même les cheveux bien grisonnants et tout, donc c'est vraiment ce qui m'a marqué. Sur Fernando Torres, alors il y aura beaucoup d'amour pendant ce podcast sur Fernando Torres, mais comme j'ai déjà dit avec Gerrard dans le podcast sur le trio anglais, c'est son duo avec Gerrard qui m'a vraiment fait kiffer. J'avais le souvenir d'un match contre Manchester United, du coup je pensais que c'était un but, mais en fait pas du tout, c'était juste une action comme ça, mais elle m'a tellement marqué. C'était une passe de Gerrard dans la surface et t'as Torres qui enchaîne un contrôle poitrine, dribble orienté sur Ferdinand, qui le dépose, il le laisse sur le cul presque. C'était vraiment le summum de Torres à cette époque-là. Et sur David Villa, c'est aussi en 2011, mais son but en finale contre Manchester United, un geste simple mais tellement pur, où il contrôle et il enchaîne une petite balle brossée à l'arrêt qui laisse aucun espoir à Van der Sar, qui a juste à tourner la tête et voir le ballon finir dans le petit filet, tellement c'était chirurgical. Donc c'est le symbole de ce Barça de Guardiola à son apogée, quoi. Il faisait plaisir cet échauffement. On va pouvoir passer au match qui va être tout aussi savoureux, je pense. On va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On commence avec El Niño, Fernando Torres. 37 ans, il est aujourd'hui bodybuilder, Fernando Torres. Vous irez taper Fernando Torres, pour ceux qui ne le savent pas, en blague pas, c'est un tank. Donc il démarre à l'Atlético Madrid 2001-2007, Liverpool pendant 4 saisons, entre 2007 et 2011, ou 3 saisons et demie, il part en janvier à Chelsea, où il joue jusqu'en 2015, avant une fin de carrière un petit peu alambiquée. Milan AC, Atlético Madrid, Sagan Tosu. Voilà, une fin de carrière pas à la hauteur du début. Fernando Torres, David, tu l'évoquais un petit peu dans ton échauffement, le vrai moment fort de Torres, le Torres qui nous a marqué, c'est le Torres de Liverpool, une époque où il était l'un des tout meilleurs attaquants du monde parce que c'était un attaquant complet, capable d'être très très fort devant le but, mais aussi rapide, très efficace dans ses dribbles, dans ses crochets, bon de la tête.
vraiment un attaquant extrêmement complet. Ouais, c'est sûr. Déjà, cette fameuse année 2008 avec le but en Euro, il finit 3e du Ballon d'Or, je crois. Et son nom était vraiment cité pour finir en tête même. Donc, ça place aussi cette année exceptionnelle. Et ouais, comme tu dis, cette période à Liverpool, c'est son summum. Et il avait tout de l'attaquant moderne que tu peux voir actuellement, c'est-à-dire solide sur les appuis, rapide, buteur dans l'âme, parce qu'il avait une vraie science du but. Dans n'importe quelle position, il pouvait décrocher une frappe qui finissait en lucarne. Et c'est d'autant plus regrettable que quand tu regardes un peu la fin de sa carrière, et malgré tout l'amour que je lui porte, quand tu regardes ses dernières saisons, même quand il était à Chelsea, t'avais presque mal au cœur pour lui, parce que quand il faisait un crochet, t'avais l'impression qu'il avait 70 ans, que même ma grand-mère, elle allait plus vite que lui, quoi. Mais c'est vrai que cette période à Liverpool, dans un Liverpool qui n'était pas le grand Liverpool où ça gagne une Ligue des Champions ou quoi que ce soit, c'était vraiment un peu la transition pour préparer ce qui allait se passer ensuite en 2012, etc. Mais il allait parfaitement dans cette équipe qui faisait plaisir à voir. C'était, comme on en a déjà parlé, c'était le Liverpool de Canal+, où tu t'asseyais sur le canapé et que tu branchais et t'étais sûr de passer un bon dimanche parce que t'allais avoir des buts et du spectacle, quoi. Ouais, j'ai vraiment ce souvenir quand je pense à Torres d'actions très spectaculaires. Sur cette période de Liverpool, t'avais l'impression c'était un highlight permanent, quoi. Pendant une saison et demie même, parce que derrière ça s'est un peu prolongé, cet état de grâce. Il pouvait rien lui arriver en fait. Il était il dégageait en effet une puissance, une confiance en lui. Voilà, t'avais l'impression que il pouvait porter quasiment une équipe à lui tout seul. En étant devant, je trouvais qu'il avait cette faculté à répéter les efforts. C'est vraiment un joueur d'appel exceptionnel. Je trouve sa qualité d'appel dans le dos était énorme. Aussi, c'était un mec qui pressait énormément, donc il correspondait parfaitement à cette identité un peu de Liverpool qui était finalement assez dans le ping-pong. Il n'y avait pas trop de maîtrise collective dans ce Liverpool. C'était vraiment un peu à la Gerrard, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans du box-to-box et ça imprimait un gros rythme, etc. Et tu avais l'impression que Torres, il était fait pour évoluer dans ce système. Et donc, après, moi, la petite limite que j'ai toujours eue avec Torres sur ce côté très bon buteur qu'on a pu voir sur cette période de Liverpool, c'est que je ne l'ai jamais trouvé très clinique dans le 1 contre 1. C'est-à-dire que je le trouvais très fort sur les frappes de loin, dès qu'il y avait de la spontanéité. Par contre, je le trouvais des fois un petit peu défaillant quand il fallait un peu plus réfléchir, entre guillemets, quand tu avais 2-3 secondes, que tu te retrouvais face au gardien. Je le trouvais pas optimal dans le choix de ses options dans ces moments-là. Pour te rejoindre sur le côté un petit peu statistique, et c'est assez significatif de sa carrière, 2009-2010, c'est sa dernière vraie belle saison statistique. Et donc on a un peu l'impression que... c'est même pas une impression, c'est que sa carrière, elle s'est arrêtée à son départ de Liverpool, même limite un tout petit peu avant. De 2010 à 2019, il a dépassé une seule fois la barre des 10 buts en championnat. Ça paraît complètement irréel, étant donné l'attaquant qui était Fernando Torres. Mais pour autant, le paradoxe, c'est que l'arrivée à Chelsea, c'est un peu le début du déclin, c'est le début de la fin, mais c'est le début des titres pour Torres. C'est à ce moment-là que lui, il commence à gagner des titres. Il avait d'ailleurs quitté Liverpool pour ça, et les supporters de Liverpool lui en ont voulu d'être passé à Chelsea. Mais c'est le début des titres, en club comme en sélection. Et en sélection, il est buteur dans 2 finales de l'Euro quand même. Donc Torres, c'est beaucoup de moments très forts, malgré la grosse déception à l'échelle de sa carrière entière. Ouais, alors sans extrapoler ce qui se passera après, mais ce qu'on dira plus tard, mais c'est que oui, même malgré le fait qu'il soit sur le déclin, il a toujours réussi à trouver ce petit moment décisif pour qu'on se rappelle de lui. On parle de quand Chelsea gagne sa Ligue des Champions en 2012, il marque pas de but, mais c'est lui qui amène le corner décisif sur la tête de Drogba. Alors l'Euro 2012, c'est vraiment une orgie de l'Espagne, donc on peut pas vraiment dire qu'il apporte sa pierre à l'édifice, mais il met ses 5 buts, il marque en finale, donc il y a vraiment des moments marquants où tu te rappelles que Fernando Torres a été dans ce match, à la différence de, moi j'extrapole, mais à la différence d'un David Villa, qu'on parlera plus tard,
qui a peut-être fini qui est peut-être meilleur buteur de la Roja et meilleur buteur de l'Euro 2008, mais au final, tu te rappelleras moins de lui que d'un Fernando Torres ou que d'un Andrés Iniesta en 2010, vu que c'est lui qui met le but vainqueur. Donc il y a ce côté, je suis sur le déclin, mais j'arrive à rester un peu dans l'histoire, quoi. Alors, en fait, ouais, je trouve que avec le parallèle avec Villa est pas mal, c'est que pour Torres, son poids vraiment dans les titres, les grands titres qu'il a eu avec Chelsea, avec l'Espagne, je trouve est inversement proportionnel à l'image qu'il en a laissé. Parce que par exemple, avec l'Espagne, en 2010 par exemple, il met 0 but, il n'est même pas titulaire sur la demi et sur la finale. En 2012, en effet, il y a ce but en finale, mais il joue quasiment pas de la compétition. Et sur cette campagne de Ligue des Champions 2012 avec Chelsea, bah voilà, comme tu le disais tout à l'heure, quand il marque son but au Camp Nou, il entre à 10 minutes de la fin, c'est vraiment un super sub quoi, pour cette formation de Chelsea. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va avoir un poids très important dans l'imaginaire, alors que finalement, sur le terrain, à cette époque-là où il va gagner des titres, bah, il est une troisième, une quatrième option, un mec qui sort du banc et qui a plus le poids qu'il avait au pic quand il était entre 2006 et 2009, qu'on va dire. Moi, ce que j'aime bien dans son parcours aussi, c'est que c'est les deux passages à l'Atlético, ses débuts à l'Atlético où il est capitaine à 19 ans et il participe à la remontée du club en Liga. C'est pas rien. Il incarne, même s'il n'y a pas passé énormément de temps à l'Atlético, il fait partie de ces joueurs qui incarnent ce club. Et même quand il est revenu, il y a eu tu as senti qu'il y a eu cet attachement des supporters. Il s'est fait une grosse frayeur, je crois. Il y a eu un gros choc à la tête lors de son deuxième passage à l'Atlético. Il y a plein de petits événements comme ça, ou gros événements, qui font qu'il est vraiment dans le cœur des supporters de l'Atlético. Donc on se souvient beaucoup de lui à Liverpool, mais dans les cœurs, c'est aussi très fort ce qu'il a fait du côté de Madrid. Ouais, bah El Niño, de toute façon, c'est pas pour rien. C'est le gamin de l'Atlético. Comme tu dis, il est capitaine alors, c'était pas l'Atlético de maintenant, hein, mais il est capitaine à 19 ans. Et après, quand il remonte, tu as des fortes têtes dans l'équipe comme Diego Simeone, qui sera ensuite son entraîneur. Mais c'est quand même lui qui garde le capitana. Et c'est vraiment lui qui va réinstaller, on va dire, l'Atlético Madrid, au moins dans la première partie de tableau de la Liga, sans dire qu'il joue le titre ni quoi que ce soit, qui arrivera bien plus tard. Mais c'est grâce un peu à lui, et c'est ce qui fait qu'il a encore ce statut d'idole, comme on a pu le voir lors de ses adieux au Metropolitano, quoi. Ouais, et c'est vrai que quand on l'appelle El Niño, c'est aussi parce que au-delà de l'Atlético, c'est un vrai crack avec l'Espagne. Il est meilleur buteur de l'Euro U16 que l'Espagne gagne en 2001, et en 2002, il est meilleur buteur de l'Euro U19 que l'Espagne gagne. Donc il a vraiment cette image de crack à venir en Espagne. Et après, je trouve que là où Torres a un peu failli, c'est que je trouve qu'il lui manquait quelque chose mentalement. C'est-à-dire qu'il y a eu ces pépins physiques qui, je pense, qui ont beaucoup fatigué au bout d'un moment parce qu'il y a eu des spirales négatives dont il n'a pas réussi à sortir. Par exemple, la façon dont il a géré son transfert à Chelsea, il y a une grosse part mentale. Il n'a pas réussi à assumer les 56-57 millions d'euros que les Blues ont mis sur lui pour le recruter. En effet, comme tu le disais, les supporters de Liverpool qui lui en tiennent rigueur, je pense que ça a pesé sur lui aussi. Et voilà, tu sens qu'il s'est retrouvé dans une spirale négative et qu'il n'a jamais vraiment réussi à trouver la solution pour en sortir. Et voilà, ça va un petit peu avec ce que je disais sur le côté, des fois pas toujours clinique dans la finition. C'est que je pense que c'était quelqu'un qui était, voilà, on l'a vu, très, très émotif. Et que voilà, il fallait entretenir une dynamique positive. Quand ça a été très bien pour lui, ça allait très très bien tout le temps. Et quand ça a été plus difficile, il n'a pas réussi à sortir de ce schéma-là. Ouais, ce qui fait qu'au final, quand tu regardes un peu l'ensemble, contrairement aux deux autres, Torres, les deux autres sont restés, on en parlera plus tard, très fidèles à leur style et ont été quand même très réguliers tout au long de leur carrière. Là, pour le coup, Torres, il y a eu deux Fernando Torres, c'est complètement indéniable, quoi. Il a quand même 3 saisons où il a en gros 34 passes décisives à cheval sur 3 saisons. Donc là, tu vois qu'il a fait un peu évoluer son profil pour être un peu plus incluant pour les autres et se mettre plus au service du collectif parce qu'il avait bien conscience qu'il ne pouvait plus être l'attaquant de pointe buteur qu'il était avant. On enchaîne avec Robin van Persie, attaquant néerlandais de 37 ans aujourd'hui. Donc un âge où certains continuent de sévir d'ailleurs. 1m83, pour lui l'aventure commence au Feyenoord Rotterdam, même s'il y a eu au tout début l'autre club de Rotterdam, mais j'y reviendrai peut-être après.
Donc 3 saisons là-bas, puis le grand saut vers la Première Ligue à Arsenal entre 2004 et 2012. Ensuite United entre 2012 et 2015, puis une fin de carrière du côté de Fenerbahçe avant un retour à Feyenoord pour une petite saison. Robin van Persie, on en parlait tout à l'heure, Geoffrey, tu en parlais, sur le côté un peu joli loser, quoi. C'est vrai que Van Persie, joueur assez régulier, pas mal de gestes spectaculaires, mais très peu de titres au final dans sa carrière, c'est vraiment ce qui lui manque. Un seul titre de champion avec Manchester United en 2013. Après, je trouve qu'il a c'est une question de circonstance en fait. C'est qu'il arrive après quand il arrive à Arsenal, c'est la fin du grand Arsenal de Wenger, des Invincibles, on va dire. Quand il arrive à United, on est pareil sur un espèce de déclin de Manchester. C'est la fin de la grande période Ferguson. Donc c'est vrai qu'il n'a pas été aidé par les contextes dans lesquels il est arrivé à chaque fois. Mais après, voilà, il est aussi un peu responsable parce que, par exemple, avec les Pays-Bas, ils avaient aussi une génération pour faire de grandes choses. Et finalement, ça s'est toujours conclu par des échecs, même si des fois, ça se joue à pas grand-chose. Voilà, la finale de 2010, les 3 joueurs, la finale de la Coupe de 2010, les 3 joueurs dont on parle aujourd'hui sont impliqués dedans. Voilà, si elle tourne du côté des Pays-Bas avec l'action de Robben, on n'a peut-être pas la même perception de Van Persie. Mais c'est vrai qu'il y a cette image de loser et... voilà, qui lui colle à la peau. Et pour moi, c'est complètement justifié parce que même si c'est pas que de sa faute, on sent qu'il a manqué un petit cap pour être aussi décisif dans des moments importants. Tu parles de 2010, mais il y a même 2014 au final, où les Pays-Bas finissent 3e. Ça peut complètement changer l'image qu'on a de lui. Pour revenir à cette fameuse expulsion contre le Barça, donc c'est une expulsion qui est vraiment bête et qui n'a pas lieu d'être. Mais ça pose aussi un peu cette question, moi, que je me pose sur Van Persie, c'était est-ce qu'il avait vraiment ce caractère de leader ? Est-ce qu'il était assez fort psychologiquement pour pouvoir rendre ses coéquipiers meilleurs ? Parce qu'en fait, il fait des stats, il y a ses stats à Arsenal et même après à Manchester, elles sont exceptionnelles, mais ça se finit avec 0 titre chez les Gunners. Quand il est dans l'équipe, Arsenal se bat pas vraiment pour le titre. Il le joue une fois, c'est en 2007-2008 où ils sont vraiment à la bataille jusqu'au bout. Mais il n'est pas encore leader, il n'est pas encore un cadre de cette équipe. Il est encore en phase entre guillemets d'apprentissage. Et du coup, ouais, ça me pose vraiment cette question de leadership, comme on a pu l'avoir avec Torres. Et les deux se rejoignent aussi un peu sur ce côté blessure. Arsenal et Manchester, ils louent près de 100 matchs sur cette période. 100 matchs, ça fait quand même beaucoup. Et ça freine aussi dans le développement que peut avoir un joueur, quoi. Dans le manque de côté leader, ça rejoint son côté en fait peut-être plus auto-centré que les deux autres. Un joueur très confiant, très caractériel aussi, qui a eu pas mal de soucis. C'est ça dont je voulais parler quand je refaisais un petit peu son bilan. Par exemple, en jeune, il a quitté l'Excelsior de Rotterdam pour le Feyenoord parce qu'il avait des relations conflictuelles dès la catégorie jeune avec son encadrement. Il y a des cartons rouges, on a parlé de celui contre le Barça qui n'est pas justifié, mais il y a quelques petits pétages de câbles. Il y a un départ d'Arsenal qui fait quand même beaucoup de bruit pour Manchester United. Je crois qu'il y a une embrouille avec un coach à Fenerbahçe. On est sur un joueur, je crois qu'il a même eu une embrouille avec Memphis Depay d'ailleurs, au tout début de Memphis en sélection. C'est déjà que tu vas le mettre au placard du coup. Non, où Memphis, je crois que Memphis lui avait dit les grands garçons ne jouent pas à Fenerbahçe. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Il y avait eu quelque chose comme ça. Non, donc c'est un joueur quand même très caractériel, plus autocentré que les deux autres, Van Persie, un peu plus même égoïste dans son jeu peut-être que les autres. Ouais, après, ce qui est paradoxal, c'est qu'il est quand même capitaine Arsenal, capitaine avec les Pays-Bas. C'est vrai que moi aussi, j'ai cette image de joueur en effet un peu plus égocentré et caractériel, parce qu'en effet, il y a pas mal d'exemples qui le montrent. Mais il a quand même en tout cas, on lui a donné parfois les clés des vestiaires dans des groupes où ça manquait pas de caractère et de joueurs qui pouvaient prendre leurs responsabilités. Donc je pense qu'il était quand même capable d'avoir cette attitude de leader, mais en effet, c'était surtout un leader technique. Parce que pour le coup, pour moi, on est quand même sur le plus fin techniquement. Un gaucher un peu exclusif, mais cette capacité à vraiment tout faire avec son pied gauche, dangereux dans toutes les situations, toutes les positions. Je trouve qu'il est autant capable de chercher de la puissance, parce qu'il a vraiment une énorme frappe de balle, que la précision, la petite frappe enroulée dans la lucarne. Pour le coup, c'était un joueur qui savait très bien faire jouer les autres. Je trouve excellente relation technique avec les joueurs autour de lui. Là, j'ai revu des images de sa relation avec Rooney à Manchester.
Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et donc ouais, je trouve qu'il y avait un côté, voilà, pour moi, Dennis Bergkamp, c'est la référence des attaquants néerlandais dans ce moule-là. Et Van Persie, c'était un peu cet héritier de Bergkamp, grande élégance, grande classe avec le ballon. Voilà, tout ce qu'il faisait sur le terrain, c'était vraiment, ça puait le foot, quoi. Cette chance aussi en arrivant à Arsenal et en Première Ligue, c'est qu'il arrive un peu juste après les Invincibles, et du coup il y a quand même une équipe qui est installée, et que lui, avec son jeune âge, on lui dit bon, tu vas être le remplaçant attitré à venir de Bergkamp, mais tu vas commencer sur le banc. Peut-être qu'à la différence des deux autres, il a eu une vraie expérience sur le banc qui lui a permis d'engranger de l'expérience, du vécu, et de faire sa place petit à petit. Je crois que sa première saison, il joue 26 matchs, mais seulement pour 40 minutes de moyenne. Donc c'était vraiment un espèce de super sub. Et j'ai revu une interview qu'il avait donnée à Canal+, où il dit que Patrick Vieira, des mecs comme Patrick Vieira, des cadres de l'équipe, l'ont vraiment bien aidé dans cet apprentissage pour vraiment comprendre l'exigence de la Première Ligue. Et après, dès qu'il a commencé à être titulaire, ça s'est vu. D'abord en tant qu'ailier, parce qu'il a vraiment commencé comme ailier. Et ensuite en se réaxant au fil des années et au fil de l'âge, quand sa vitesse ne lui permettait plus, et qu'il utilisait surtout sa technique de balle qui était exceptionnelle, quoi. Quand on parle de Van Persie, il faut aussi parler de son prime, qui est absolument exceptionnel. On parle de 2 saisons. La dernière à Arsenal, où il fait les 38 matchs de Première Ligue, 30 buts, 13 passes décisives. Transfert à Manchester United, 38 matchs de championnat, 26 buts, 15 passes décisives. C'est-à-dire que c'est un moment où il est absolument injouable, en fait. Il réussit tout ce qu'il fait. C'est un moment qui met en lumière ce qu'on a dit un petit peu avant, c'est-à-dire sa palette extrêmement large de buteurs, où je trouve qu'il avait quand même un pied droit correct, plus que correct même. Jeu de tête, il y avait tout. Et ce pied gauche un peu élastique, là, où il pouvait mettre le ballon comme il voulait, ça, vraiment extraordinaire. Et donc ça, j'aime bien dans son parcours, parce que le titre qu'il est allé chercher de champion d'Angleterre, il correspond à son moment de top personnel. Donc ce titre, il en a vraiment été plus que partie intégrante. C'était limite l'homme fort du titre de Manchester United. Ouais, clairement. Et après, moi, ce que je trouve très fort, c'est qu'il n'a pas forcément une image de très grand buteur, Van Persie, mais il a quand même une très grande régularité de stats. Beaucoup de saisons au-dessus de 10 buts, alors que, comme tu le dis, il était quand même pas mal embêté par les pépins physiques, par les blessures. Mais il y a beaucoup de saisons autour de 10 buts, enfin, au-dessus de 10 buts, pardon, parce que des fois, il va bien au-dessus. Et là encore, la dernière avec Feyenoord, il a 36 ans, il en met encore 16. Ouais, 16. Il met 16 buts, même si c'est que le championnat néerlandais. C'est pas non plus la 3e division grecque. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose de sérieux. Et c'est pas le Panathinaikos de Chicago. J'ai pensé aussi. et j'ai regardé, si tu prends toute sa carrière en club, il est impliqué sur un but toutes les 105 minutes. Tu prends un but et passe décisive. Donc voilà, c'était vraiment quelqu'un qui avait cette faculté à être tout le temps décisif. Ouais, et puis ça renvoie aussi à ce QI football qui était vraiment au-dessus de la moyenne, quoi. C'était que, comme on t'en parlait pendant l'échauffement, Arthur, de cette fameuse volée, c'est que il avait cette qualité technique, et en même temps il avait cette qualité de voir avant de recevoir ou de donner. C'était que, comme on parle, le duo avec Rooney, c'était au moment où Rooney commençait un peu, pas à décliner, mais à reculer sur le terrain. Du coup, il se retrouvait un peu comme milieu numéro 8 à faire des transversales en veux-tu, en voilà. Et cette relation entre les deux, je te mets un petit ballon en l'air et que Van Persie avec son pied gauche, je t'envoie une volée dans la lucarne. C'était vraiment du pur bonheur. Et à la différence des deux, c'était peut-être des deux autres, c'était celui qui avait je trouve, la plus grosse qualité sur coup de pied arrêté. Il avait une capacité à enrouler ses ballons sur coup franc qui était juste incroyable. Je me souviens de 2-3 coups francs enroulés au-dessus du mur en pleine lucarne en Première Ligue, c'était quand même quelque chose, quoi. Ouais, même pas forcément les coups francs directs, aussi les coups francs où tu serres les coéquipiers, où tu mets le ballon dans la boîte, ça arrivait toujours enroulé, tendu. Les coups francs qu'on demande à des attaquants, en fait. Il finit avec 99 passes décisives en club, c'est au-dessus des deux autres assez nettement. C'est un joueur qui avait démarré milieu offensif
Donc peut-être que ça l'a aidé aussi à travailler ce côté forcément relation avec les partenaires, capacité à les servir dans les bonnes conditions. Et puis sur le côté attaquant, il avait aussi une grosse qualité d'appel de balle, je trouve, notamment en profondeur, je le trouvais très très bon. On enchaîne avec le dernier buteur du jour, un autre espagnol en la personne de David Villa, 39 ans aujourd'hui, 1m75, donc plus petit que les deux autres. Tout commence pas à Valladolid, mais à Gijón, entre 99 et 2003. Saragosse, puis il explose complètement au FC Valence entre 2005 et 2010, club dont il marque l'histoire. Le Barça pendant 3 saisons assez mouvementées. L'Atlético pendant une saison, et puis il va ensuite terminer de manière un peu plus exotique. Il y a New York City. Au tout début de son expérience à New York City, donc qui dure 4 ans, il y a un prêt à Melbourne, club partenaire il me semble, et puis la fin au Japon du côté du Vissel Kobe. On commence peut-être avec le David Villa, pas par ordre chronologique, mais le David Villa du FC Barcelone, où il a fait partie d'un trio irrésistible avec Lionel Messi et Pedro. Un David Villa qui jouait sur le côté, parfois à gauche, parfois à droite, ça tournait beaucoup avec Pedro, même avec Messi forcément, qui dézonnait beaucoup et qui permutait beaucoup, et qui a mis donc en valeur le côté très polyvalent de Villa, son côté un peu ambidextre aussi, et qui résume bien ce joueur qui était un excellent joueur de côté, mais aussi un excellent joueur d'axe. Il avait à peu près tout, David Villa. Ouais, c'est ça, c'est comme tu dis, ambidextre et tout, et ce décalage sur un côté, ça lui a permis déjà de marquer des buts exceptionnels, des enroulés, etc. Mais ça a aussi permis à Messi de se réaxer et aussi au jeu barcelonais de pouvoir être mis en place comme il faut. Parce qu'il rentrait parfaitement dans cette case de joueur qui avale les espaces et qui fait jouer la profondeur quand tu as un Messi qui décrochait et qui était moins avare d'appel ou quoi que ce soit. Et du coup, je trouvais qu'il rentrait parfaitement dans cette case. Et dans cette case qu'on parle du Barça, mais qu'on peut aussi mettre sur l'Espagne, ou comme on en a parlé déjà, c'est que dans ce jeu de possession où tu es prêt à endormir la défense, son jeu d'appel, malgré sa petite taille, etc., son jeu dans la profondeur, permettait aussi de débloquer un bon nombre de situations. Ouais, son jeu de rupture, c'est clairement ce qui a fait la différence avec le Barça, avec l'Espagne. Moi, je trouve que le Barça de Villa, c'est un Barça encore meilleur que le Barça de 2009. Je trouve que c'était le joueur qui complétait encore mieux les qualités de ton leader qui était Messi, et même des joueurs qu'il y avait autour, des Iniesta, des Xavi. Et les qualités de David Villa s'inscrivaient parfaitement dans ce qu'avait besoin ce Barça de Guardiola. Et je pense que d'ailleurs, c'est pas du tout un hasard si le fait qu'il se casse la jambe et fracture du tibia dans le courant de la saison 2011-2012, même si tu sens que ce groupe il est un petit peu lassé, un peu fatigué, mais c'est pas un hasard si ça va commencer vraiment à décliner dans cette saison-là, parce que ce qu'il apporte est vraiment essentiel à la réussite du Barça. Et c'est vrai qu'on n'associe pas du tout cette réussite du Barça 2010-2011 à Villa. Enfin, on l'associe un petit peu, mais on va avoir 4, 5, peut-être même 6 joueurs ou 6 éléments, si on compte Guardiola comme un élément à mettre en avant lui, alors que vraiment pour moi c'est lui qui fait basculer ce Barça dans une autre dimension. C'est vrai que ce que j'aimais beaucoup moi et qui était très utile au Barça, c'était ses appels en diagonale là, en partant parfois du côté gauche ou du côté droit. J'adorais ces appels en diagonale. Il était évidemment avec les bonhommes qui avaient derrière toujours servi dans de bonnes conditions. Très lucide dans les 1 contre 1, David Villa. Forcément, le fait d'être un peu ambidextre l'a aidé là-dedans, mais vraie qualité de 1 contre 1. Et ce que j'aime, c'est sa capacité d'adaptation au Barça. Alors certes, il venait du FC Valence, il connaissait ce championnat, mais on peut vous en sortir à l'appel des attaquants qui sont allés au Barça et qui se sont cassés les dents avec la concurrence, avec le contexte, etc. Lui, sa première saison, c'est directement une 50aine de matchs disputés, 20aine de buts. Voilà, pas de problème, j'explose tout à Valence, j'arrive au Barça et je m'inscris dans un rôle moins de buteur destiné à porter l'équipe, mais dans un rôle complètement différent qui me va tout aussi bien en fait. Ouais, c'est un peu le reproche qu'on pourrait lui faire, c'est que, mis à part à Valence, il n'a jamais été vraiment la pièce centrale d'un vrai projet, quoi. Comme tu l'as dit, Geoffrey, quand tu parles du Barça 2011 ou même 2010,
tu vas citer Xavi, tu vas citer Iniesta, même Puyol, même Valdés, bien avant lui. Et en Espagne, c'est exactement la même chose. C'est que, comme on en a parlé juste avant avec Torres, c'est que Villa, il finit meilleur buteur de l'Euro 2008, il est meilleur buteur de la sélection, et pourtant, entre guillemets, son poids dans l'histoire de la Roja génération dorée, il va être bien en dessous de ce qu'il a pu apporter. On a dit, c'est Torres qui va rester, c'est Iniesta qui va rester avec ce but en finale de la Coupe du Monde, et ça ne sera pas forcément David Villa. David Villa restera dans les stats, parce qu'il restera, quand tu vas lire meilleur buteur de la sélection espagnole, ça sera écrit David Villa. Dans le ressenti des gens, ça ne sera pas lui la tête d'affiche, quoi. Ouais, je sais pas si c'est dû à son profil discret, on va dire. C'est quelqu'un qui s'est penché très peu dans les médias, que tu voyais assez peu finalement. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant parce que je trouve que sur le terrain, avec son activité, son volume, c'est quelqu'un, comme tu le disais, quand il marque son but en finale de Ligue des Champions en 2011, il est limite à pleurer, il se jette par terre. Il avait cette intensité, je trouve, mais permanente. Il était tout le temps à 110%, je trouve. Et il avait un volume physique. Pour le coup, pour rentrer dans ce Barça-là, fallait être capable d'aller au pressing, de faire les efforts, sachant que tu savais que tu allais défendre à 10 parce que Messi il allait globalement marcher tout le match. Donc il avait tout le temps cette capacité à aller au pressing, disponible pour ses partenaires, ça répétait les efforts. Je trouve que pour le coup c'était vraiment quelqu'un que tu voyais beaucoup sur le terrain, mais en effet qui marque pas les esprits parce que peut-être qu'il manque des moments iconiques et peut-être une personnalité un peu effacée, quoi. Ouais, mais du coup, je tempérerais quand même un petit peu ce côté-là, parce que, mine de rien, je trouve qu'il a su... pour moi, c'est plus une question d'image, effectivement, de joueur peut-être un peu plus discret, mais pour moi, il a véritablement marqué de son empreinte ses passages dans chacun de ses clubs. C'est tout con, mais Saragosse, c'est quand même un petit club. Là-bas, il gagne une Coupe du Roi, donc il maximise son expérience là-bas. Il arrive à l'Atlético, il est champion d'Espagne avec l'Atlético. C'était pas franchement la tendance avant son arrivée. Et finale de Ligue des Champions. Et finale de Ligue des Champions, évidemment. Et puis, par exemple, l'expérience à New York City, t'as plusieurs joueurs qui partent là-bas un peu en mode touriste, qui veulent découvrir les États-Unis tranquille, ils se font 2 saisons. Lui, il reste 4 ans là-bas. Alors, oui, c'est que la MLS, mais je trouve que c'est sympa parce que, à l'image de ce que fait Gignac aujourd'hui, il fait partie de ces joueurs qui ont voulu aller découvrir quelque chose à l'étranger, mais pas que pour le contrat doré, pour le côté je veux vraiment découvrir autre chose et m'y imposer et jouer à fond là-bas. Donc je trouve qu'en fait, Barça, il passe, il est dans l'époque dorée du Barça. Moi, je trouve vraiment qu'il a vraiment marqué l'histoire des clubs dans lesquels il est passé, en fait. Ouais, il a un côté passion, quoi. Tu sens que c'est un vrai passionné de ballon, un vrai passionné de foot. Vraiment, je trouve que c'est un vrai mec que tu as envie de suivre. Voilà, quand il est sur le terrain, tu as envie d'aller dans son sillage parce que tu sens qu'il sera toujours à 1000% et à tout donner pour le collectif. C'est vraiment assez rare, en fait, d'avoir un attaquant qui a ses stats, parce que c'est un mec qui a 6 saisons de suite à au moins 20 buts en carrière, qui était encore très efficace, comme tu le disais, en Major League Soccer avec New York City, qui était aussi très fiable, parce qu'en dehors de sa blessure, de sa grave blessure en se fracturant le tibia, ce qui n'est pas une blessure musculaire comme peuvent avoir les autres, là c'est plus de la malchance, pour le coup il a enchaîné les saisons à plus de 40 matchs pendant toute sa carrière, donc c'est quelqu'un sur qui tu pouvais compter vraiment semaine après semaine. 59 buts en 98 sélections en équipe d'Espagne, c'est des statistiques vraiment très 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 costaudes. Donc voilà, je valorise beaucoup sa fiabilité et je trouve que c'est assez rare pour un attaquant qui a de telles stats d'être autant porté sur le collectif. Ouais, c'est vrai. Un joueur qui a joué pas mal sur les côtés, beaucoup plus que les deux autres, et à la fois, la MLS aide forcément, mais 367 buts en club, il met une grosse distance aux deux autres dont on vient de parler. Donc c'est quand même assez intéressant, quoi. Ouais, c'est ça, je crois que de ses débuts en pro jusqu'à sa blessure en 2011, il est sur une période où il met au moins 15 buts par saison. Donc ça veut dire que sur 9 ans, il met 15 buts, au moins 15 buts, quoi. Alors qu'on serait tenté de penser que c'était peut-être le moins numéro 9 dans l'âme, mais j'aurais quand même aimé le voir comme il était à Valence, plutôt en pointe. D'ailleurs, en fait, il n'y a que au Barça qu'il a véritablement été exilé sur les côtés. J'aurais aimé le voir dans un top club occuper le rôle de numéro 9 à part entière, pour voir ce que ça aurait donné. Il est l'heure de faire le choix. Bon, on connaît déjà celui de David, mais... Bon ça, on va évacuer David d'abord. Méfiez-vous.
Donc c'est parti pour le temps additionnel. 3 minutes de bonheur en plus. Allez David, mets fin à tout suspense, dévoile-nous ton C'est titulaire. insoutenable. Et pourquoi Torres? C'est donc le choix du cœur avec Fernando Torres comme titulaire. Alors oui, bien sûr, j'ai pas eu souvent de crush pour un attaquant. J'ai pas une sensibilité plus que ça pour les attaquants. Mais je sais pas pourquoi, avec Torres, il s'est passé un truc. Sa période, aussi bien avec l'Espagne qu'avec Liverpool, m'ont subjugué. Et j'ai tendance à dire quand même que son prime, peut-être par rapport aux deux autres, est peut-être le plus grand. Peut-être pas dans les titres ni quoi que ce soit, mais c'est celui qui m'a fait la plus grosse impression visuelle dans son prime. Et il a quand même été considéré comme le meilleur attaquant du monde en 2008 et a été tout proche de gagner un ballon d'or, chose que les deux autres n'ont pas réussi. Et comme on l'a déjà dit, il a réussi à être décisif tout en étant sur le déclin et à apporter sa pierre à l'édifice, même quand on le disait quand on le mettait plus bas que terre. Du coup, je le mets en titulaire et je vais mettre Robin van Persie en remplaçant, tout simplement parce que son passage à Arsenal, j'avais beaucoup de sympathie pour Arsenal. Le Arsenal avec Fabregas, on va encore dire avec un Espagnol, mais je trouve que ses buts spectaculaires, toutes ces reprises, ces frappes dans la lucarne de 25 mètres, m'ont marqué et ont fait de ce joueur un joueur avec qui tu te dis qu'est-ce qu'il aurait pu donner encore s'il n'avait pas eu toutes ces blessures et s'il était tombé au bon endroit au bon moment. Et ce petit what if me pousse quand même à le mettre remplaçant parce que je me dis que pas dans un vrai club parce que ça serait frère un jeu à Arsenal, mais dans un bon club au bon moment, il aurait pu casser la baraque. Et du coup, David Villa, je le mets au placard, non pas par rapport à cette statistique ou par rapport à son rendement, que ce soit à Barcelone ou avec la sélection espagnole, mais plus par rapport à cette image qu'on a de lui, ce côté un peu taiseux et un peu en retrait. Et du coup, j'ai envie d'amener du caractère sur mon banc, donc je mets Robin van Persie. Alors moi, je vais avoir le même titulaire que toi. J'en ai fait moins que toi sur Torres, mais je pense que je suis pas loin d'avoir autant d'amour pour lui que toi. C'est vraiment je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'attaquant qui m'a le plus marqué. Vraiment, c'était... je revois plein de ses crochets dans la surface, ses premiers coups de rein, ses buts. Il y avait tout. Il y avait effectivement le duo avec Gerrard, mais la gueule d'ange, tout, les célébrations. J'ai tout aimé chez Torres. Et donc, pour son prime, un petit peu comme toi, David, je vais le mettre au-dessus des deux autres, même si Van Persie est peut-être pas loin quand même. Et puis pour le fait... pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait qu'il ait eu beaucoup de moments forts, des buts très importants. On se souvient de Torres, tout simplement. C'est quelqu'un qui a marqué les esprits de tout le monde. Et je le mets titulaire pour ça, parce que même s'il est moins en forme, il va être décisif pour mon équipe potentiellement. Sur le banc, je vais mettre David Villa. David Villa, déjà pour ses chiffres dans un club plus modeste qu'était le FC Valence, des chiffres assez impressionnants. Et pour le fait que, malgré cette image un petit peu plus de joueur en retrait, il a su être un élément central. Enfin, ça, c'est mon avis en tout cas. Il a su être un élément central de chacun des clubs dans lesquels il est passé. Et cette adaptation royale au Barça, je la valorise énormément pour ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur les autres attaquants qui se sont cassés les dents. Et puis, donc Van Persie au placard, avant de préparer le podcast, c'était clairement mon numéro 1. Mais en me repenchant sur son parcours, il n'y a pas assez de moments marquants. Il y a ces 2 saisons qui sont extraordinaires. Mais pour moi, le reste du temps, il n'y a pas assez de saisons en fait, qui sortent du lot. Il y a 2 saisons très fortes. Pour le reste, c'est pas à la hauteur de ce que j'avais en tête au final et des très bons souvenirs par ailleurs qu'il m'a laissé. Robin. Je serai ton Batman. Oh là là, belle. Allez, Robin van Persie titulaire, bien évidemment. Parce que pour moi, en vrai, je pense sincèrement que c'est le plus talentueux des 3. Celui qui a la palette la plus complète de buteurs, de passeurs décisifs aussi.
celui qui savait faire le plus de choses avec un ballon, parce que l'investissement défensif, c'était pas toujours ça, mais avec un ballon. Mine de rien, meilleur buteur de l'histoire de la sélection néerlandaise. C'est quand même pas rien, 50 buts en sélection. Voilà, je pense qu'il a... Malheureusement, il s'est retrouvé à chaque fois dans des situations qui ne lui permettaient pas de remporter des grands titres. C'est pas passé loin plusieurs fois avec les Pays-Bas. En vrai, je pense que tu peux refaire 20 fois la carrière de Van Persie. 19 fois, il a un palmarès plus élevé que ce qu'il a aujourd'hui. Ça, c'est un loser magnifique, mais en fait, ça n'a rien à voir avec le joueur qu'il était, le talent qu'il avait. C'était vraiment un joueur d'une classe folle, d'un talent exceptionnel. Donc pour moi, c'est titulaire tous les jours. Ça sera David Villa ensuite sur mon banc, parce que le plus facile d'abord à mettre sur un banc, je pense, en termes de caractère, en termes de ce qu'il peut apporter sur un terrain. Voilà, polyvalence, cette capacité à marquer des buts, quoi qu'il arrive, tout le temps. Même si on lui donne sa chance sur 15-20 minutes, je suis sûr qu'il va réussir à me débloquer plein de situations. Et voilà, confiance totale en David Villa pour m'apporter en super sub. Et Fernando Torres au placard, parce que je n'ai pas peur de le dire et je vous regarde droit dans les yeux, messieurs, Fernando Torres est surcoté. Ouf. Il est surcoté. On a perdu David, il a quitté la pièce. C'est un très bon joueur, mais qui a eu vraiment un prime de 18 mois, sur lequel il a capitalisé dans l'imaginaire des gens, aussi parce qu'il a joué dans une équipe qui avait un capital sympathie très très fort. Mais je pense que voilà, ce qu'il a montré au final sur l'ensemble de sa carrière, en effet, il a des moments très iconiques, et ça, c'est à valoriser énormément, mais je pense qu'on en oublie un petit peu la constance de ces saisons qui est très 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 médiocre. Voilà, sur la durée de sa carrière, à partir du Liverpool 2008, c'est vraiment c'est une longue litanie de matchs globalement moyens, voire pires, avec des moments iconiques qui sauvent l'ensemble. On vous attend donc pour débriefer cet épisode. On pourra parler foot ou musculation, c'est comme vous voulez. On attend vos commentaires, surtout parce que, comme on le précise dans l'épisode précédent, on fait une petite pause avec les Spaces pour vous laisser tranquille devant les matchs de l'Euro. On vous souhaite une très bonne finale dimanche. Portez-vous bien, vibrez devant cette finale de l'Euro. Et on se retrouve donc dans une semaine pour un nouvel épisode. Salut à tous, salut messieurs.